L'héritier des ténèbres par Clark Ashton Smith. Dans un sens, il est heureux que l'histoire que je dois maintenant raconter soit en grande partie faite d'ombres imprécises, de soupçons à demi formulés et d'allusions voilées. Autrement, elle n'aurait jamais pu être écrite par une main humaine, ou lue par aucun homme. Ma modeste participation à ce drame hideux s'est limitée à son dernier acte, et pour moi ces premières scènes ressemblaient seulement à une légende lointaine et affreuse. Pourtant, même ainsi, le reflet brisé de ces horreurs surnaturelles a modifié et déformé les faits de la vie courante, leur donnant l'apparence de voiles ténus, tissés au bord d'un abîme infernal, noir et sans fond, un charnier béant où grouillent les plus viles corruptions de la terre. La légende dont je parle m'était connue depuis l'enfance et on y faisait souvent allusion dans la famille, avec force hochement de tête, car Sir John Tremouth avait été un camarade d'école de mon père. Mais je n'avais jamais rencontré Sir John, et je n'avais jamais visité Tremouth Hall, jusqu'à ce que se produisent les événements qui se constituèrent dans la tragédie finale. Mon père, quittant l'Angleterre, m'avait emmené au Canada alors que j'étais un petit enfant. Il avait fait fortune dans le Manitoba comme apiculteur, et après sa mort, les ruches m'avaient tenu beaucoup trop occupé durant des années pour que je puisse réaliser le vieux rêve de retourner dans mon pays natal et partir à la découverte de ces petits chemins de campagne. Lorsque finalement je mis ce projet à exécution, l'histoire était plutôt obscure dans ma mémoire, et Tremouth Hall n'était pas prévu sur mon itinéraire lorsque je commençais à sillonner en moto la campagne anglaise. En tout cas, jamais je n'aurais été attiré vers cet endroit par une curiosité morbide, comme cette histoire terrifiante aurait pu en susciter chez d'autres personnes. Ma visite ainsi que les choses se passèrent fut purement accidentelle. J'avais oublié l'emplacement exact de Tremouth Hall, et je n'avais pas imaginé une seule seconde que je me trouvais dans ces environs. Si je l'avais su, je pense que je serais reparti en dépit des circonstances qui me poussaient à chercher un abri pour la nuit, plutôt que de troubler les souffrances presque démoniaques de son propriétaire. Lorsque j'arrivai à Tremouth Hall, j'avais roulé toute la journée, c'était le début de l'automne, à travers un paysage vallonné, fourmillant de chemins et de sentiers. La journée avait été splendide, l'azur pâle du ciel brillant au-dessus de grands parcs parés des premières taches d'or et de rouille de l'année finissante. Mais vers le milieu de l'après-midi, la brume s'était levée, venant de l'océan caché par les collines basses, et avait refermé sur moi son étreinte fantomatique et mouvante. Je ne sais trop comment je m'y pris, mais dans ce brouillard trompeur je me perdis, passant sans la voir près de la borne qui m'aurait indiqué la direction de la ville où j'avais prévu de passer la nuit. Je roulai ainsi pendant un certain temps, au hasard, pensant que j'atteindrais bientôt un autre carrefour, la route que je suivais n'étant guère plus qu'un étroit sentier, singulièrement désert de surcroît. Le brouillard s'était assombri et rapproché, masquant l'horizon, mais d'après ce que je pouvais en voir, c'était une contrée de landes et de rochers, sans le moindre signe de culture. Je franchis une crête, puis entamai une longue et monotone descente tandis que le brouillard continuait de s'épaissir à l'approche du crépuscule. Je pensais me diriger vers l'ouest, mais devant moi, dans l'obscurité grandissante, il n'y avait pas la moindre lueur, ou le plus infime éclat lumineux pour indiquer le soleil couchant. Une odeur humide, chaînée d'iode comme celle d'un marais salant me parvenait des collines. La route tourna brusquement, et j'eus l'impression de rouler parmi les collines et les marécages. La nuit tomba avec une rapidité presque anormale, comme si elle voulait me rattraper, et je commençai à éprouver une sorte de vague inquiétude comme si je m'étais égaré ailleurs que dans un paisible comté anglais. Le brouillard et le crépuscule semblaient dissimuler un paysage silencieux, imprégné d'un mystère glacé, troublant et mortel. Puis à gauche de la route, et à une faible distance devant moi, j'aperçus une lumière qui me fit penser à l'œil lugubre et voilé des larmes. Elle brillait parmi les masses imprécises et floues qui ressemblaient aux arbres d'une forêt fantomatique. L'une de ces masses, comme je m'approchais, devint un petit pavillon, apparemment situé à l'entrée d'une propriété. La bâtisse était sombre et semblait inoccupée. M'arrêtant et scrutant l'obscurité, j'aperçus les contours d'une grille en fer forgé dans une haie d'ifs laissée à l'abandon. L'ensemble avait un aspect désolé et sinistre, et je sentais jusque dans la moelle de mes os le froid humide qui avait apporté ce brouillard, venu du marais invisible aux volutes oppressantes. Mais la lumière était la promesse d'une présence humaine dans ces collines isolées, et je pourrais trouver un refuge pour la nuit, ou tout au moins quelqu'un qui m'indiquerait le chemin de la prochaine ville ou d'une auberge. À ma grande surprise, la grille n'était pas fermée à clé,
Elle tourna sur ses gonds dans un grincement épouvantable, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Et poussant ma moto devant moi, je remontai une allée envahie par les mauvaises herbes, me dirigeant vers la lumière. Les contours austères d'un manoir plein de coins et de recoins apparurent au sein d'arbres et de massifs dont les formes artificielles, tout comme la haie d'if, revêtaient un aspect plus grotesque que celui que leur avait donné à l'origine le topiariste. Le brouillard s'était changé en un morne crachin. Cherchant presque à tâtons dans l'obscurité, je trouvai une porte sombre à quelque distance de la fenêtre d'où émanait la lumière solitaire. En réponse à mon coup à la porte, que je dus répéter par 3 fois, j'entendis finalement le bruit étouffé de pas traînants. La porte fut ouverte peu à peu avec une lenteur qui semblait indiquer une certaine prudence ou de la répugnance. Et je vis devant moi un vieil homme, tenant à la main une bougie allumée. La maladie ou la décrépitude faisait trembler ses doigts, et des ombres monstrueuses vacillaient derrière lui dans un vestibule sombre, caressant ses traits ridés comme les ailes sinistres d'une chauve-souris. « Que désirez-vous, monsieur ?» La voix, bien que chevrotante et hésitante, était loin d'être hargneuse et ne suggérait en rien l'accueil méfiant et l'hostilité préconçue que j'avais commencé à redouter. Néanmoins, je sentis une sorte d'irrésolution ou d'incertitude, et pendant que le vieil homme écoutait le récit des circonstances qui m'avaient amené à frapper cette porte solitaire, je vis qu'il me dévisageait avec un intérêt qui démentait ma première impression d'une sénilité extrême. « J'avais compris que vous étiez étranger à la région. Mais puis-je vous demander votre nom, monsieur ?»« Je m'appelle Chaldane. Henry Chaldane. »« N'êtes-vous pas le fils de monsieur Arthur Chaldane ?» Quelque peu intrigué, j'admis cette paternité. « Vous ressemblez à votre père, monsieur. Monsieur Chaldane et Sir John Tremouth étaient de grands amis avant que votre père ne parte pour le Canada. Ne voulez-vous pas entrer, monsieur? Vous êtes à Tremouth Hall. Sir John n'a plus l'habitude de recevoir des hôtes depuis longtemps, mais je vais l'informer de votre présence, et il se pourrait qu'il désire vous voir. » Surpris et pour tout dire fort peu ravi d'apprendre où je me trouvais, je suivis le vieil homme jusqu'à un salon aux murs couverts de livres, dont l'ameublement montrait des signes d'opulence et d'abandon. Là, il alluma une antique lampe à huile, surmontée d'un abat-jour poussiéreux aux couleurs passées, et me laissa seul au milieu des volumes et des meubles plus poussiéreux encore. J'éprouvais un embarras étrange, le sentiment de me comporter en intrus tandis que j'attendais dans la lumière jaune pâle de la lampe. Alors me revinrent en mémoire les détails de l'horrifique histoire, à demi oubliée, que m'avait raconté mon père lorsque j'étais enfant. Lady Agatha Tremouth, l'épouse de Sir John, avait été victime lors de la première année de leur mariage de crise de catalepsie. La 3e crise s'était apparemment terminée par la mort, car elle n'avait pas repris connaissance après le laps de temps habituel et montrait tous les signes bien connus de la rigor mortis. Le corps de Lady Agatha avait été déposé dans la crypte familiale, laquelle était immense et incroyablement ancienne, et avait été creusée dans la colline au dos du manoir. Le lendemain de l'enterrement, Sir John, harcelé par un doute singulier et lancinant quant à la justesse du diagnostic du médecin, avait décidé de retourner à la crypte. En entrant, il avait entendu un cri horrible et avait trouvé Lady Agatha assise dans son cercueil. Le couvercle cloué gisait sur les dalles de pierre et il semblait impossible qu'il ait pu être retiré par la frêle jeune femme tandis qu'elle se débattait pour sortir du cercueil. Cependant, il n'y avait pas d'autre explication plausible, et Lady Agatha pour sa part ne put apporter que peu de lumière sur les circonstances de son étrange résurrection. À demi hébétée et proche du délire, dans un état de terreur extrême qui était aisément compréhensible, elle fit un récit incohérent de ce qui lui était arrivé. Apparemment, elle ne se souvenait pas avoir lutté pour sortir du cercueil, mais était principalement troublée par le souvenir d'un visage livide et hideux, inhumain, qu'elle avait vu dans la pénombre en se réveillant de son sommeil prolongé et semblable à la mort. C'était la vue de ce visage, penché sur elle tandis qu'elle était étendue dans son cercueil ouvert, qui l'avait amenée à pousser cet horrible cri. L'être mystérieux avait disparu avant l'arrivée de Sir John, s'enfuyant rapidement vers les salles intérieures, et elle n'avait pas pu se faire une idée précise de son aspect physique. Elle pensait néanmoins que la créature était grande et blanche et courait à 4 pattes comme un animal, bien que ses membres fussent semi-humains. Bien sûr, son histoire fut attribuée au délire, conséquence de l'horrible choc qu'elle avait eu, ou considérée comme une sorte de cauchemar qui avait occulté les causes véritables de sa terreur. Mais le souvenir de cet affreux visage avait semblé l'obséder en permanence,
la terrifiant en finissant par détraquer son esprit. Elle ne se remit jamais de la maladie et vécut désormais l'esprit et le corps brisés. Elle devait mourir 9 mois plus tard en mettant au monde son premier enfant. Sa mort fut une bénédiction, car l'enfant, semblait-il, était l'un de ces monstres épouvantables comme il en est parfois dans certaines familles. Personne ne connaissait la nature exacte de ces difformités, bien que des rumeurs effrayantes et contradictoires aient filtré, tant de la part du médecin que des infirmières ou des domestiques qui avaient vu le nouveau-né. Un seul coup d'œil avait suffi à certains des domestiques. Ils avaient quitté Tremouth Hall en se promettant de ne jamais y remettre les pieds. Après la mort de Lady Agatha, Sir John s'était retiré du monde, et très peu de choses furent divulguées concernant son existence ou le sort de l'horrible nouveau-né. On disait cependant que l'enfant était gardé dans une chambre fermée à clé, aux fenêtres munies de barreaux, dans laquelle personne, à part Sir John, ne pénétrait jamais. La tragédie avait brisé sa vie et il était devenu un reclus, vivant seul, avec 1 ou 2 domestiques fidèles, laissant ses terres à l'abandon. Sans aucun doute, pensais-je, le vieillard qui m'avait fait entrer était l'un de ses serviteurs. Je songeais toujours à cette effroyable histoire, tâchant de me rappeler certains détails qui m'étaient presque sortis de la mémoire, lorsque j'entendis un bruit de pas que je pris, en raison de leur lenteur et de leur peu de vivacité, pour ceux du vieux domestique qui s'en revenait. Mais je m'étais trompé, car l'homme qui entra était de toute évidence Sir John Tremouth lui-même. La haute silhouette légèrement voûtée, le visage ridé comme s'il avait été rongé par un acide, était empreint d'une dignité qui semblait triompher des ravages de la maladie et du chagrin. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu facilement calculer son âge. Je m'étais attendu à voir un vieillard, mais il avait à peine dépassé le milieu de sa vie. Sa pâleur cadavérique et sa démarche chancelante étaient celles d'un homme atteint de quelque maladie fatale. Ses manières, lorsqu'il s'adressa à moi, furent d'une courtoisie irréprochable, et même empreinte de bienveillance. Mais sa voix était celle d'un homme pour qui les relations et les actes ordinaires de la vie ont depuis longtemps perdu toute signification véritable. « Harper me dit que vous êtes le fils de mon vieux camarade d'école, Arthur Chaldane. Soyez le bienvenu. J'espère que vous apprécierez la piètre hospitalité que je suis en mesure de vous offrir. Je n'ai pas reçu d'invité depuis de nombreuses années et j'ai peur que vous ne trouviez le manoir plutôt lugubre et ne me preniez pour un hôte des plus médiocres. Néanmoins, vous devez rester au moins pour la nuit. Harper est allé préparer le dîner. Vous êtes très aimable. Je crains cependant de vous importuner, et si... Pas du tout. Vous êtes mon invité. L'auberge la plus proche se trouve à des miles, et le brouillard se change en une pluie battante. À dire vrai, je suis très heureux de vous avoir. Au cours du dîner, vous me parlerez de votre père et de vous-même. En attendant, si vous voulez bien m'accompagner, je vais essayer de vous trouver une chambre. Il me précéda jusqu'au premier étage du manoir où nous suivîmes un long couloir aux poutres et aux murs lambrissés de vieux chênes. Nous passâmes devant plusieurs portes qui étaient sans doute celles des chambres à coucher. Toutes étaient fermées et l'une d'elles était renforcée de barreaux de fer épais et sinistres, comme ceux d'un cachot de prison. Je supposais naturellement qu'il s'agissait de la chambre où l'enfant monstrueux avait été enfermé, et je me demandais également si cet être anormal vivait toujours, maintenant qu'une 30aine d'années s'était écoulée. Qu'il devait donc être hideux, et de quelle difformité inconcevable avait-il été affligé, pour qu'il ait été indispensable de le soustraire immédiatement à la vue des autres hommes. Et quel avait été son développement ultérieur pour qu'on juge nécessaire de mettre des barreaux si massifs sur une porte en chêne qui elle-même était assez solide pour résister aux assauts d'un animal ou d'un homme normalement constitué. Mon hôte passa devant cette porte sans même y jeter un regard, tenant une bougie qui tremblait à peine dans ses doigts. Les questions que je me posais, comme je le suivais, furent interrompues avec une soudaineté terrifiante, par un grand cri qui semblait provenir de la chambre condamnée. Ce cri fut un long ululement, une sorte de plainte basse, un gémissement d'outre-tombe, montant et s'élevant par d'abominables degrés pour atteindre une fureur stridente et avide, comme si un démon bondissait à l'air libre après avoir gravi une volée de marches souterraines. Ce n'était ni humain, ni bestial. C'était totalement surnaturel, infernal, macabre, et je fus saisi de frissons incoercibles qui persistèrent même lorsque cette voix démoniaque se tut, après avoir atteint un paroxysme, et que le couloir retrouva progressivement son silence sépulcral. Sir John n'avait prêté aucune attention apparente à cet abominable hurlement,
et il avait continué son chemin en claudiquant comme si de rien n'était. Arrivé au fond du couloir, il fit halte devant la seconde chambre, après celle à la porte condamnée. « Je vais vous donner cette chambre. J'occupe pour ma part la précédente. » Il ne se tourna pas vers moi, et sa voix était blanche et curieusement sans timbre. Je m'aperçus en frissonnant de nouveau que la chambre qu'il avait indiquée comme étant la sienne était contiguë à celle d'où l'effroyable ululement avait semblé provenir. La chambre où il me fit entrer n'avait manifestement pas été utilisée depuis des années. Il y régnait un air glacé, confiné et malsain, et une odeur de moisie pénétrante. Les meubles anciens avaient accumulé l'inévitable amoncellement de poussière et de toiles d'araignée, et Sir John me présenta aussitôt ses excuses. Je n'avais pas réalisé l'état de cette pièce. J'enverrai Harper après le dîner pour faire un peu de ménage et changer les draps de votre lit. Je protestai de façon plutôt tiède et lui répondis qu'il n'avait nul besoin de s'excuser. La solitude inhumaine et le délabrement du vieux manoir laissé à l'abandon depuis des décennies ainsi que la déchéance physique de son propriétaire me frappaient plus douloureusement que jamais, et je n'osais me livrer à des conjectures concernant l'affreux secret et la chambre condamnée et le hurlement diabolique dont mes nerfs ébranlés se ressentaient encore. Je regrettais déjà le hasard singulier qui m'avait conduit vers cet endroit maudit, assiégé par les ombres. Je ressentais le vif désir de m'en aller et poursuivre mon voyage, même sous une morne pluie d'automne et dans les ténèbres battues par le vent. Mais je ne pus trouver aucune excuse valable et suffisamment plausible. Manifestement, je ne pouvais pas faire autrement que de rester. Le dîner fut servi dans une salle lugubre mais imposante par le vieil homme que Sir John avait désigné sous le nom de Harper. Ce fut un repas des plus ordinaires, mais substantiel et fort bien préparé, et le service était impeccable. J'avais commencé à soupçonner que Harper était le seul serviteur des lieux, tout à la fois valet, maître d'hôtel, homme de peine et cuisinier. En dépit de ma faim et de mes efforts de mon hôte pour me mettre à l'aise, le repas fut une cérémonie solennelle et presque funèbre. Je ne parvenais pas à oublier l'histoire qui m'avait raconté mon père, et encore moins à oublier cette porte condamnée et l'effroyable hurlement qui s'en était échappé. Le monstre, quel qu'il fût, était toujours vivant, et j'éprouvais même un mélange complexe d'admiration, de pitié et d'horreur, tandis que je regardais le visage noble et décharné de Sir John Tremouth, songeant à l'enfer que devait être l'existence de cet homme, et la force de caractère avec laquelle il supportait apparemment les cruelles épreuves que la vie lui avait infligées. Harper apporta une bouteille d'un excellent sherry, et durant plus d'une heure, nous restâmes assis confortablement installés dans nos fauteuils. Sir John me parla assez longuement de mon père, dont il n'avait pas appris la mort. Puis il m'amena à parler de moi, avec la subtile habileté et la courtoisie d'un homme du monde. Il ne dit que peu de choses le concernant, et ne fit pas la moindre allusion à l'histoire tragique dont j'ai esquissé les grands traits. Étant plutôt sobre, je ne bus que très modérément, et mon hôte sirota la majeure partie du xérès capiteux. Cela finit curieusement par le mettre en veine de confidence, et il me parla pour la première fois de sa mauvaise santé, qui n'était que trop évidente dans son aspect. J'appris qu'il souffrait de la plus douloureuse des maladies cardiaques, l'angine de poitrine, et qu'il se remettait tout juste d'une récente attaque de gravité inaccoutumée. La prochaine aura raison de moi, et elle peut survenir à tout moment, peut-être cette nuit, ajouta-t-il comme s'il énonçait une banalité ou risquait une prédiction au sujet du temps. Après un moment de silence, il poursuivit avec plus d'emphase et d'assurance dans la voix. Vous allez sans doute me trouver bizarre, mais j'éprouve une véritable phobie à l'encontre des enterrements. Je veux que mes restes soient incinérés, et j'ai laissé des instructions précises à cet effet. Harper veillera à ce qu'elles soient toutes exécutées. Le feu est le plus propre et le plus pur des éléments, et il permet d'éviter au corps tout cet odieux processus entre la mort et la désintégration ultime. Je ne peux supporter l'idée d'une tombe moisie et infestée de vers. Il continua quelque temps à discourir sur ce sujet, avec force détails singuliers, et une tension dans toute son attitude, indiquant qu'il s'agissait là d'un thème familier, sinon d'une véritable obsession. Cela semblait présenter une fascination morbide pour lui, et tandis qu'il parlait, il y avait un éclat douloureux dans ses yeux caves et hagards, et une nuance d'hystérie sévèrement réfrénée dans sa voix. Je me souvenais de l'inhumation de Lady Agatha et de sa résurrection tragique, ainsi que de l'horreur imprécise, la créature de cauchemar qui l'avait assailli dans la crypte, donnant à son histoire un climat insolite et vaguement inquiétant.
Il n'était pas difficile de comprendre l'aversion de Sir John pour toute cérémonie funèbre, et j'étais loin de me douter de toute l'horreur et de ses causes réelles de sa répulsion. Harper s'était éclipsé après avoir apporté la nouvelle bouteille de sherry, et je supposais qu'il avait reçu des ordres pour remettre ma chambre en état. Nous avions à présent terminé nos verres et mon hôte avait mis fin à la péroraison. L'animation qui s'était emparée de lui était retombée, et il avait l'air plus malade et hagard que jamais. Prétextant ma propre fatigue, j'exprimai le souhait de me retirer. Avec son éternelle courtoisie, il insista pour m'accompagner jusqu'à ma chambre et s'assurer que j'avais tout le confort avant d'aller lui-même se coucher. Dans le couloir du premier étage, nous rencontrâmes Harper qui descendait un escalier lequel devait mener à un grenier ou au deuxième étage. Il portait une lourde poêle métallique contenant des restes de viande, et lorsqu'il passa près de moi, je sentis une forte odeur de chair faisandée, de quasi-pourriture. Je me demandais si Harper était allé donner à manger au monstrueux rejeton de Tremouth Hall, et si on lui passait à sa nourriture à travers une trappe pratiquée dans le plafond de la chambre barricadée. Cette supposition semblait assez raisonnable, mais cette odeur de viande, associée à de lointaines réminiscences littéraires, me suggérait d'autres suppositions, manifestement déraisonnables et tout à fait improbables. Certaines allusions évasives et fragmentaires se fondirent soudainement en un tout atroce et abominable, avec un succès très relatif. J'essayais de me convaincre que ce que j'imaginais était impossible au regard de la science. C'était une simple création de mon esprit, le fruit d'une sotte superstition. Non, de telles choses ne pouvaient exister. Pas ici, en Angleterre. Il ne pouvait s'agir de ce démon qui se repaît de cadavres dans les contes orientaux. Je veux parler de la goule. Contrairement à mes craintes, le hurlement diabolique ne se renouvela pas lorsque nous passâmes devant la porte mystérieuse. Mais il me sembla entendre des craquements réguliers, semblables à ceux que fait un animal en train de dévorer sa nourriture. Ma chambre, bien qu'encore triste et lugubre, avait été nettoyée de sa poussière accumulée et de ses entrelacs de toile d'araignée. Après un examen personnel, Sir John me laissa et se retira dans sa propre chambre. Je fus frappé par sa pâleur mortelle et sa faiblesse, tandis qu'il me souhaitait une bonne nuit, et je me sentais coupable d'avoir ajouté par ma présence aux épreuves de la grave maladie dont il souffrait. Il me semblait déceler une grande souffrance et un profond tourment sous la cuirasse de civilité qu'il s'ingéniait à présenter, et je me demandais si cette courtoisie n'avait pas exigé un trop grand effort pour sa part. Après ce voyage éreintant et le vin généreux que j'avais bu, j'aurais dû m'endormir aussitôt. Mais j'eus beau rester étendu dans le noir, les yeux étroitement fermés, je ne pus chasser de mon esprit la sensation que des ombres maléfiques, des larves noires et sépulcrales, grouillaient autour de moi dans la vieille demeure. Des choses interdites et révoltantes me guettaient partout, tendaient vers moi leurs serres souillées d'excréments, m'effleuraient de leurs anneaux abjects. Pendant des heures, je me tournais et me retournais dans mon lit, ne parvenant pas à trouver le sommeil, et fixant le carré gris de la fenêtre cinglée par l'orage. Le ruissellement de la pluie, les gémissements du vent se changèrent en un murmure indistinct de voix à demi articulées qui conspiraient contre mon repos et chuchotaient hideusement des secrets innommables dans un langage démoniaque. Enfin, après une nuit qui me sembla durer des siècles, la tempête s'éloigna et je cessai d'entendre ces voix équivoques. La fenêtre s'éclaircit un peu dans le mur noir, et les terreurs de ma longue nuit d'insomnie semblèrent se dissiper en partie, sans m'apporter pour autant le sursis du sommeil. Je pris alors conscience d'un silence total, puis au sein de ce silence un léger bruit, étrange et inquiétant, dont la cause et la provenance me déroutèrent pendant plusieurs minutes. Ce bruit était assourdi et lointain par moments, puis il semblait se rapprocher, comme s'il provenait de la chambre voisine. On aurait dit une sorte de grattement, tel qu'auraient pu en produire les griffes d'un animal sur une boiserie solide. Je m'assis dans mon lit et, écoutant attentivement, je compris avec un nouveau sursaut de terreur que le bruit provenait de la chambre condamnée. Cela prit une étrange résonance, puis cela devint presque inaudible. Et pourtant, durant un moment, cela cessa. Dans l'intervalle, j'entendis un gémissement, la plainte d'un homme sous l'emprise de la terreur ou d'une grande souffrance. Je ne pouvais me méprendre sur l'origine de ce gémissement qui était venu de la chambre de Sir John Tremouth, et je n'avais plus le moindre doute sur la cause des grattements. Le gémissement ne se répéta pas, mais l'odieux bruit des griffes recommença et se poursuivit jusqu'au lever du jour.
Alors, comme si la créature qui avait produit ce bruit était de mœurs exclusivement nocturnes, les grattements cessèrent et ne reprirent pas. J'étais hébété, comme au sortir d'un cauchemar, épuisé par la tension nerveuse et le manque de sommeil. Et tandis que le ciel s'éclairait, livide et uniformément gris, je sombrais dans un profond sommeil d'où les spectres amorphes du vieux manoir furent incapables de me rejoindre. Je fus réveillé par un grand coup frappé à ma porte, un coup dans lequel même mes sens abrutis de sommeil reconnurent un appel urgent et impératif. Il ne devait pas être loin de midi, et me sentant coupable pour avoir dormi si longtemps, je courus jusqu'à la porte et l'ouvris. Le vieux serviteur, Harper, se tenait dans le couloir et son air tremblant et brisé par le chagrin m'apprit, avant qu'il ne parle, que quelque chose de terrible était arrivé. « J'ai le regret de vous dire, Monsieur Chaldane, que Sir John est mort. Et il n'a pas répondu lorsque j'ai frappé à sa porte comme d'habitude. Aussi ai-je pris la liberté d'entrer dans sa chambre. Il a dû mourir très tôt ce matin. » Bouleversé au-delà de toute mesure par cette nouvelle, je me souvins du gémissement que j'avais entendu dans la lueur grise du petit matin. Mon hôte était peut-être en train d'agoniser à cet instant. Je me souvins également des os du grattement cauchemardesque. Inévitablement, je me demandais si ce gémissement avait été occasionné par la peur, aussi bien que par une souffrance physique. Je me représentais Sir John, tendu et recroquevillé dans son lit, écoutant toute la nuit ce bruit hideux. Ce bruit qui avait mis un terme fatal à sa longue maladie. Je ne pouvais en être certain, mais d'abominables et effrayantes conjectures se bousculaient dans mon esprit. À l'aide des paroles futiles qui sont de mise en de pareilles circonstances, j'essayais d'exprimer mes condoléances au vieux serviteur et lui offris mon aide pour les préparatifs et les dispositions à prendre concernant le corps de son maître. Comme il n'y avait pas de téléphone au manoir, je me proposais pour aller chercher un médecin qui examinerait le corps et signerait le permis d'inhumer. Le vieil homme parut en éprouver un singulier soulagement et de la gratitude. « Je vous remercie, monsieur. Je ne veux pas quitter Sir John. Je lui avais promis de veiller tout particulièrement sur son corps après sa mort. » Il m'informa alors des dernières volontés de Sir John qui avait toujours désiré que son cadavre fût incinéré. Le baronnet apparemment avait laissé des directives précises, voulant que l'on construise un bûcher sur la colline au dos du manoir, et que l'on disperse ensuite ses cendres sur les terres du domaine. Il avait donné plein de pouvoir à son serviteur pour que ceci soit mis à exécution aussitôt que possible après sa mort. Personne ne devait assister à la cérémonie à l'exception de Harper et des hommes engagés pour tenir les cordons du poêle. Et les plus proches parents de Sir John, aucun d'entre eux n'habitait à proximité, ne devait être avertis de son décès avant que tout fût terminé. Harper voulut préparer mon petit déjeuner, mais je déclinai son offre, en disant que je prendrais un repas au village voisin. Il sembla étrangement mal à l'aise et je compris, agité de pensées et d'émotions, qui ne sont pas à être explicitées dans le cadre de ce récit, qu'il était impatient de commencer sa veillée auprès du corps de Sir John. Il serait fastidieux et inutile de raconter en détail le lugubre après-midi qui suivit. L'épais brouillard venant de la mer était réapparu, et tandis que je me dirigeais vers le village voisin, j'eus l'impression de traverser un monde irréel, détrempé et suintant d'humidité. Je réussis à trouver un médecin et m'assurer le concours de plusieurs hommes pour édifier le bûcher et y porter le corps de Sir John. Je fus partout accueilli avec une étrange réticence, et personne ne sembla disposé à faire des commentaires sur la mort de Sir John, ou à parler de la sombre légende qui était attachée à Tremouth Hall. Harper, à mon grand étonnement, avait proposé que la crémation ait lieu immédiatement. Cependant, cela s'avéra impossible. Une fois toutes les formalités accomplies et les arrangements pris, le brouillard se changea en une pluie torrentielle et interminable, qui empêchait d'allumer le bûcher, et nous fûmes obligés de différer la cérémonie. J'avais promis à Harper de rester au manoir jusqu'à ce que tout soit terminé, et c'est ainsi que je passai une seconde nuit dans cette demeure au sombre et abominable secret. La nuit tomba de bonne heure. Après une dernière visite au village où je me procurai quelques sandwichs pour Harper et moi-même en guise de dîner, je revins au manoir solitaire. En montant vers la chambre mortuaire, je rencontrai Harper dans l'escalier. Il était très agité, comme si quelque chose l'effrayait, au plus haut point. « Je me demandais si vous accepteriez de me tenir compagnie cette nuit, Monsieur Chaldane. C'est une veille éprouvante que je vous demande de partager avec moi, et elle pourrait s'avérer dangereuse. Mais Sir John vous en remercierait, j'en suis sûr.
Si vous avez une arme, il faudrait mieux la prendre avec vous. » Il était impossible de repousser cette requête, et j'acceptai aussitôt. Je ne possédais pas d'armes, aussi Harper insista-t-il pour que je me munisse d'un antique revolver dont il possédait lui-même le jumeau. « Allons, Harper. »« De quoi avez-vous peur ?» Il tressailla visiblement à cette question, et sembla ne pas vouloir y répondre. Au bout d'un moment, toutefois, il parut comprendre que la franchise serait nécessaire. « C'est le monstre dans la chambre condamnée, monsieur. Vous l'avez certainement entendu. Nous avons pris soin de lui, Sir John et moi, durant ces 28 ans. Et nous avons toujours redouté qu'il puisse un jour briser la porte. Il ne nous avait jamais causé d'ennui, du moment que nous le nourrissions convenablement. Mais ces 3 dernières nuits, il s'est mis à gratter l'épaisse cloison de chêne séparant sa chambre et celle de Sir John, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sir John pensait que le monstre savait qu'il allait mourir et qu'il désirait s'emparer de son corps, qu'il était affamé d'une autre nourriture que celle que nous lui avions donnée. C'est pourquoi nous devons monter bonne garde cette nuit, Monsieur Chaldane. Je prie Dieu que le mur tienne bon, mais le monstre n'arrête pas de le ronger et de le ronger, comme un démon. Et je n'ai pas du tout d'appréciation pour ce son caverneux, comme si le mur devenait de plus en plus mince. Épouvanté par cette confirmation de mes plus horribles suppositions, je ne trouvais rien à répliquer à cela, car tout commentaire aurait été superflu. Après l'aveu de Harper, l'abominable héritier de Tremouth Hall revêtait une ombre encore plus sinistre, empreinte d'une menace d'autant plus présente et terrifiante. Je me serais volontiers dispensé de cette veillée mortuaire, mais bien sûr, c'était impossible. Lorsque nous passâmes devant la porte condamnée, le grattement bestial et diabolique retentit à nouveau, plus fort et plus frénétique que jamais. Je comprenais aisément la peur indicible qui avait poussé le vieil homme à requérir ma compagnie. Ce bruit était incroyablement terrifiant, agissant sur les nerfs, macabre et insistant, suggérant une fin vampirique. Lorsque nous pénétrâmes dans la chambre mortuaire, il devint encore plus distinct, vibrant d'une avidité hideuse et forcenée. Tout au long de cette journée lugubre, je m'étais abstenu d'entrer dans cette chambre, ne possédant pas cette curiosité morbide qui pousse nombre d'entre nous à venir observer le visage de la mort. C'est ainsi que je contemplais mon hôte pour la seconde et dernière fois. Habillé, préparé pour le bûcher, il était étendu sur le lit blanc, dont les lourds rideaux brodés semblables à des tapisseries avaient été tirés. La pièce était éclairée par plusieurs grands cierges disposés sur une petite table dans le curieux chandelier verdi par l'âge. Mais il ne fournissait qu'une maigre lumière souffreteuse au sein des ombres mortuaires de la vaste pièce. Quelque peu contre ma volonté, je portai mon regard vers le visage du défunt, et je détournai aussitôt les yeux. Je m'attendais à cette pâleur de pierre, à cette rigidité, mais je n'étais pas prêt à la brutale révélation de ces traits hideusement révulsés, torturés par une souffrance et une terreur inhumaines qui depuis des années avaient dû ronger le cœur de cet homme, et que, avec une maîtrise presque surhumaine, il avait réussi à cacher aux yeux des autres. Cette révélation était trop pénible et je fus incapable de le regarder à nouveau. D'une certaine façon, c'était comme s'il n'était pas mort, comme s'il écoutait toujours avec une attention suppliciée les bruits abominables qui avaient sans doute précipité l'issue fatale de sa maladie. Il y avait plusieurs chaises datant, je pense, comme le lit lui-même, du XVIIe siècle. Harper et moi nous assîmes près de la petite table entre le lit du mort et le mur lambrissé de chêne noirci d'où semblaient provenir les bruits incessants de grattement. Dans un silence tacite, nos revolvers armés et à portée de la main, nous commençâmes notre lugubre veillée. Tandis que nous étions assis et attendions, je me tentais de me représenter l'aspect du monstre qui grattait de l'autre côté de la porte. Et des images cauchemardesques, informes ou fragmentaires, se présentèrent chaotiquement en mon esprit. Une atroce curiosité, à laquelle j'aurais normalement dû rester étranger, me poussait à interroger Harper. Mais j'en fus empêché par une inhibition encore plus puissante. Pour sa part, le vieil homme observait un silence complet, sans faire le moindre commentaire, et regardait fixement le mur. Ses yeux brillants de peur ne semblaient pas scier, tandis qu'il dodelinait de la tête. Il est impossible de décrire la tension extraordinaire, l'attente macabre et l'épuisante incertitude des heures qui suivirent.
La cloison en chêne très épaisse et solide pouvait certainement résister aux assauts de n'importe quelle créature normale, seulement pourvue de crocs ou de griffes. Mais en dépit d'arguments aussi évidents, j'avais l'impression de la voir s'effriter vers l'intérieur. Les grattements se poursuivaient éternellement, et dans mon imagination fébrile devenue plus aiguë, plus proche à chaque instant. De temps à autre, il me semblait entendre un geignement rauque et impatient, comme on pousse un animal affamé tandis qu'il creuse la terre et approche de son but. Aucun de nous deux n'avait dit ce que nous ferions dans le cas où le monstre atteindrait son objectif, mais il semblait y avoir entre nous un accord tacite. Toutefois, sous l'emprise d'une crainte superstitieuse dont je ne me serais jamais cru capable, je commençais à me demander si le monstre possédait suffisamment d'humanité en lui pour être vulnérable à de vulgaires balles de revolver. Jusqu'à quel point avait-il acquis les particularités de son fabuleux et mystérieux géniteur? J'essayais de me convaincre que de telles questions et interrogations étaient manifestement absurdes, mais j'y revenais sans cesse, comme attiré par quelque abîme interdit. La nuit s'avançait tel un fleuve sombre au cours paresseux. Les grands cierges funéraires s'étaient presque entièrement consumés. Il n'en restait plus qu'un pouce sur les bobèches mangées de vert de gris. Ce fut ce seul détail qui me donna une idée de l'écoulement du temps, car j'avais l'impression de me noyer au sein d'une éternité glauque, paralysée et cernée par un déferlement d'horreur aveugle. Les grattements contre le panneau de chêne m'étaient devenus si familiers, et ce bruit durait depuis si longtemps que j'avais la sensation d'être victime d'une simple hallucination. Et ce fut alors que survint la fin de notre veille, avec une brusquerie apparente. Soudainement, alors que je regardais fixement le mur et écoutais avec attention extrême, j'entendis un craquement et je vis qu'une partie de la boiserie avait éclaté et pendait du panneau. Et avant que je puisse reprendre mes esprits ou croire à l'horrible témoignage de mes sens, une large portion semi-circulaire du mur vola en de nombreux éclats sous l'impact d'un corps massif. Miséricordieusement, sans doute, je n'avais jamais été en mesure de me souvenir avec netteté de la chose abominable qui jaillit des débris de la cloison. Le choc visuel du fait de son horreur excessive a occulté presque tous les détails de ma mémoire. J'eus cependant l'impression confuse, d'un corps gigantesque et blanchâtre, dépourvu de poils et aux membres simiesques, de crocs pointus au sein d'une face à demi humaine, et de longs ongles de hyène, au bout de membres antérieurs qui étaient à la fois de grands bras et de grandes jambes. Une puanteur de charnier précéda l'apparition, tels les remugles de la tanière d'un animal se nourrissant de charogne. Ensuite, d'un seul bond cauchemardesque, la créature fut sur nous. J'entendis la détonation du revolver de Harper, une détonation sèche et vengeresse dans l'air confiné de la chambre. Mais mon arme ne produisit qu'un claquement rouillé. Peut-être la cartouche était-elle trop vieille. En tout cas, le coup ne partit pas. Avant de pouvoir presser à nouveau la détente, je fus jeté par terre avec une violence inouïe et heurtai la tête sur le pied massif de la petite table. Un voile noir pailleté d'une myriade d'étoiles sembla me recouvrir et cacher la pièce à ma vue. Puis toutes les lumières disparurent et les ténèbres m'engloutirent. Lentement, j'eus à nouveau conscience d'une flamme au sein de l'obscurité, mais la flamme était vive et vacillait et semblait devenir toujours plus brillante. Puis je repris brutalement mes sens en sentant l'odeur âcre d'une étoffe en train de brûler. Les pièces réapparurent à mon regard et je m'aperçus que j'étais allongé par terre, blotti contre la table renversée, les yeux fixés sur le lit mortuaire. Les cierges avaient roulé sur le sol. L'un d'eux rongeait en un lent cercle de feu le tapis à côté de moi, et un autre avait mis le feu au rideau du lit qui s'embrasait rapidement jusqu'au baldaquin. Tandis que je contemplais ce spectacle hébété, d'énormes lambeaux de tissu incandescent tombèrent sur le lit en une dizaine d'endroits, et le corps de Sir John fut entouré d'un cercle de flammes grondantes. Je me relevai en titubant, étourdi et pris de vertige à la suite de la chute qui m'avait fait perdre connaissance. La chambre était vide, à l'exception du vieux Harper qui gisait près de l'entrée et gémissait faiblement. La porte était ouverte, comme si quelqu'un ou quelque chose était sorti durant ma période d'inconscience. Je me tournai vers le lit, dans l'intention instinctive d'essayer d'éteindre le brasier. Les flammes se propageaient rapidement, bondissaient de plus en plus haut, mais elles ne furent pas assez rapides pour cacher à mes yeux larmoyants les mains et les traits, si on pouvait encore les appeler ainsi, de ce qui avait été Sir John Tremouth. Une dernière horreur lui avait été infligée, sur laquelle je ne m'étendrai guère, et dont j'aimerais pouvoir, pareillement, perdre tout souvenir.
C'est bien trop tardivement que le monstre avait été effrayé par les flammes. Il ne me reste que peu de choses à ajouter. Regardant une dernière fois derrière moi tandis que je quittais en chancelant la pièce enfumée, portant Harper dans mes bras, je vis que le lit et son baldaquin étaient devenus un amas de flammes montant jusqu'au plafond. L'infortuné baronnet avait trouvé dans sa propre chambre mortuaire le bûcher funéraire qu'il avait tant souhaité. L'aube était proche lorsque nous sortîmes du manoir condamné. La pluie avait cessé, abandonnant derrière elle un ciel endeuillé d'une longue traîne de nuages gris. L'air froid parut redonner quelque force au vieux serviteur, et il se tint près de moi sans rien dire, tandis que nous regardions une spirale de flammes crever la toiture sombre de Tremouth Hall, monter dans le ciel et commencer à projeter une lueur sinistre sur les arbres et les massifs du parc. Dans la lumière conjointe de l'aube grise et de l'incendie, nous aperçûmes à nos pieds les monstrueuses empreintes, semi-humaines, avec leurs marques de longues griffes de chien, qui avaient été laissées récemment dans le sol détrempé par la pluie. Elles partaient du manoir et conduisaient vers la colline couverte de bruyères qui s'élevait au dos de celle-ci. Toujours sans parler, nous suivîmes ces empreintes, et nous menèrent presque sans interruption jusqu'à l'entrée de l'antique crypte de la famille, vers les lourdes portes en fer qui avaient été fermées durant toute une génération sur l'ordre de Sir John Tremouth. Elles avaient été forcées, et nous vîmes que les chaînes rouillées et la serrure avaient été brisées avec une force dépassant celle d'un homme ou d'un animal. Puis, regardant prudemment à l'intérieur, nous aperçûmes les empreintes souillées d'argile sur le sol. Elles conduisaient vers l'escalier et disparaissaient au sein des ténèbres sépulcrales. Nous n'avions pas d'armes, ayant laissé nos revolvers dans la chambre mortuaire, mais nous n'hésitâmes pas une seconde. Harper avait sur lui une bonne provision d'allumettes, et regardant autour de moi, je découvris un gros rondin de bois imbibé d'eau, qui pourrait faire office de gourdin. Dans un silence farouche, avec une détermination tacite, et sans nous soucier du danger, nous entreprîmes une fouille minutieuse des caveaux presque interminables, frottant allumette après allumette, tandis que nous nous avancions parmi les ténèbres. Et comme nous nous dirigions vers ces renforcements sombres, les traces des monstrueuses empreintes devinrent moins visibles. Nous ne trouvâmes rien à part une humidité fétide, des toiles d'araignées et les innombrables cercueils de la famille Tremouth. La créature que nous recherchions avait totalement disparu, comme engloutie par les murs des souterrains. Finalement, nous revînmes vers l'entrée. Là, tandis que nous nous tenions par la lumière du jour, clignant des yeux, le visage gris et hagard, le vieux Harper parla pour la première fois, déclarant de sa voix lente et chevrotante: « Voici bien des années, peu après la mort de Lady Agatha, Sir John et moi avons exploré ces caveaux de fond en comble. Mais nous n'avons trouvé aucune trace de la créature que nous recherchions. Aujourd'hui, comme autrefois, il est inutile de poursuivre ces recherches. Il est des mystères. Dieu nous vienne en aide, qu'il vaut mieux ne pas sonder. Nous savons seulement que le rejeton de la crypte est retourné dans la crypte. Puisse-t-il y rester à jamais? » Silencieusement, dans mon cœur bouleversé, je répétais ces derniers mots et cet ultime souhait.